rupture que j'appelle crise, hein, parce que ça a été même ça a été progressif, mais ça a été, si vous voulez, particulièrement traumatisant par rapport à la manière de définir nos identités. C'est que nos identités n'étaient plus définies donc localement par le lieu, comme tous les autres êtres vivants, mais étaient de plus en plus définies, ou en tout cas problématisées, par rapport à une ouverture à un espace complètement autre que le lieu d'enracinement premier. Hein. C'est-à-dire que la culture grecque s'est ouverte à un espace qui était donc abstrait, c'est-à-dire coupé de son lieu propre, hein, qui était donc cher au peuple grec comme à tout autre peuple. C'est-à-dire qu'il y a eu une révolution, donc on peut dire culturelle, mais même qui a peut-être permis à l'idée de culture d'émerger, comme donc rupture par rapport à notre enracinement donc, local et ouverture à un espace abstrait qui peut être donc celui de la culture au sens large, mais qui peut être celui de la politique avec l'espace démocratique, ou celui de la raison avec un certain rapport à la nature, où cette nature est vue aussi de manière abstraite et de manière totale. Hein. Donc tout ça, on réinsistera là-dessus. Mais pour ce premier panneau, retenons simplement qu'avec l'Europe, l'exception devient la règle. Cela nous fait revenir à notre premier paradoxe, donc dont celui-ci serait la clé. Si notre culture européenne a pour lieu de naissance la Grèce, son développement l'effacerait nécessairement en tant que lieu donc originaire de l'exception. L'exception, donc se voulant et se faisant règle universelle, comment ne pas oublier son commencement particulier. Hein. Effectivement, donc, si ce qui était exceptionnel, particulier, devient la règle, on peut oublier les Grecs. Hein, et notamment peut-être aujourd'hui où l'on considérait qu'ils sont plutôt un poids pour l'Union européenne plutôt qu'une chance, hein, de retrouver pour cette Union européenne, une chance pour retrouver ce qui serait son caractère spécifique. Hein. Donc la Grèce antique, comme commencement exceptionnel, aurait donc ceci de... Hein, je fais une redondance de manière volontaire, hein, de particulièrement particulier, au sens de ce que l'on a pu appeler donc, le miracle grec. Hein. Ce qui est miraculeux, effectivement, c'est particulièrement particulier, c'est même radicalement donc, nouveau. Hein. Et cette radicale nouveauté, hein, cette particularité d'exception, hein, c'est sa vocation donc, à s'universaliser ou mondialiser, hein, au sens où ça serait donc presque une vocation à se perdre ou à se dissoudre comme identité ou particularité d'un territoire. Et quand je parle de territoire, il faudrait parler aussi d'un héritage au passé. Hein, donc avant de passer au second panneau, hein, c'est donc que je résume. Hein, donc la particularité grecque est miraculeuse ou incroyable parce qu'elle consiste justement à s'effacer comme particularité, à dissoudre son identité en s'ouvrant donc à un monde, donc un espace universel, mais un espace universel donc, qui coupe non seulement avec le territoire, mais aussi avec ce qui fonde un territoire, c'est-à-dire un héritage, c'est-à-dire un passé. Et là, je fais référence non plus à la notion de lieu ou d'espace, mais à celle de temps. C'est-à-dire que la modernité qui va s'inventer, elle coupe alors non seulement spatialement avec l'idée de territoire pour s'ouvrir à l'espace abstrait, mais elle coupe aussi avec une notion de temps considérée comme répétition d'un passé. Et d'ailleurs, à l'origine, donc justement, des cultures dites, hein, ou des sociétés plutôt dites traditionnelles. Les sociétés traditionnelles cherchent à conserver leur territoire en répétant un héritage, hein, tourné vers le passé, un héritage donc à répéter plus ou moins identique. Ce déracinement, un philosophe parlait de déterritorialisation, cette déterritorialisation donc, grecque, hein, donc, on le verra plus tard aussi liée à la philosophie, en fait, elle ouvre à l'avenir, c'est-à-dire un rapport autre au temps, c'est-à-dire un temps qui n'est plus
circulaire ou répété sur la sauvegarde d'un héritage, mais ouvert sur un avenir à construire et qui du coup est lui-même abstrait, aussi abstrait que cet espace à investir par la démocratie ou par les sciences, quand il s'agit de totaliser ce monde comme une nature. Alors vous m'arrêtez ainsi là déjà, il y avait peut-être des questions ou des précisions à demander. Alors on passe autrement au troisième tableau. La vocation donc, de la Grèce antique à fonder la géographie et l'histoire de l'homme européen comme universelle l'a ouvert à un destin, ou plus précisément à un avenir. Donc pour parler de ce rapport particulier à l'espace ou au temps, j'emploie donc ces mots qui sont familiers pour nous de géographie et d'histoire, mais justement il n'y aurait pas eu de géographie et d'histoire telle qu'on l'enseigne ou on la pratique, même si on a oublié malheureusement notre enseignement dans ce domaine. Donc dans ce rapport donc, à la géographie et l'histoire, en fait on a justement cette rupture par rapport donc, au territoire, c'est-à-dire la géographie ouvre justement à la cartographie. On verra que justement la révolution grecque est associée à la révolution philosophique et parmi ces philosophes révolutionnaires, vous en avez eu un comme Anaximandre qui est peut-être le premier à avoir fait une carte du monde, donc une représentation donc, géographique et totalisante, globalisante de l'espace qui nous arrache à ce moment-là à notre lieu. Et cette expérience, nous l'avons quand nous nous guidons nous-mêmes par rapport à une carte. À ce moment-là, nous ne voyons plus par rapport à des lieux, à des itinéraires qu'on pourrait identifier par rapport à un environnement immédiat. Mais nous voyons, comme on dit en physiologie, comme allocentré, c'est-à-dire décentré par rapport à notre je situé. Notre corps est situé dans un lieu et dans un temps, comme nous le sommes actuellement. Mais si effectivement nous regardons là, comme en ce moment, par exemple, la carte, là, cette carte satellite, eh bien, c'est comme si nous arrachions à notre propre lieu pour nous transporter donc, de manière abstraite, parce que à ce moment-là, ce n'est pas notre corps qui fait ce voyage, c'est notre esprit. Un autre esprit survole et peut du coup se voir comme dédoublé à distance, et puis avec justement donc, toute cette possibilité donnée de maîtrise par rapport à un espace qui justement donc, dépasse celui du territoire. Les cartes ont aussi et d'abord servi à faire la guerre. Donc la géographie, mais aussi l'histoire, parce que l'histoire, ça peut aussi nous sembler naturel, que nous construisons comme individus, non pas simplement donc héritier d'un passé, mais devant donc construire sa propre histoire, et ça serait l'éducation aujourd'hui, ou l'éducation comme nous continuons là de nous éduquer nous-mêmes en ce moment, moi-même en ayant travaillé pour cette conférence, et vous-même en tentant de m'appuyer dans ce travail par votre écoute bienveillante. Donc vous-même, vous êtes donc dans un état comme ça de formation, c'est-à-dire vous vous transformez en vous ouvrant donc à quelque chose que vous n'étiez pas, mais que vous construisez donc par rapport à un avenir qui est forcément abstrait par rapport à ce que vous étiez, parce qu'il est une possibilité, mais il reste comme ces cartes finalement du virtuel, quelque chose qui n'est pas investi au présent. Et c'est ce rapport abstrait donc au temps et à l'espace que finalement nous a ouvert donc, cette révolution grecque à l'origine de notre culture monde. Parce que cet avenir, donc je reprends là le fil du texte, c'est précisément